Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Cette émission partira aujourd'hui de la France, où nous sommes dans la région parisienne, et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter dans cette émission un homme que j'ai cherché désespérément à rencontrer ici à Paris. J'ai quand même pu le rencontrer, c'est le soir, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le présenter dans cette émission. Cet homme, il s'appelle Kémi Séba. Pour ceux qui ont un peu de l'information par rapport à l'actualité française, Kémi Séba est une personnalité atypique. Il est présenté comme un prédicateur panafricain le plus controversé du monde francophone. Aujourd'hui, il est ministre représentant du New Black Panthers Party. C'est ce mouvement que nous connaissons tous depuis le combat pour les droits civiques aux États-Unis, mais qui s'est répandu jusqu'à ce qu'à l'élection de Obama, et qui a quand même donné son point de vue. Kémi Séba a écrit un livre que j'ai le plaisir de vous présenter. Ce livre, vous n'allez peut-être pas le voir dans plusieurs bibliothèques, peut-être à Kinshasa, il va arriver. C'est un livre dont il va nous parler. Kémi Séba a donc accepté cette interview exclusive à votre antenne. Je voudrais donc lui poser un certain nombre de questions pour vous, amis téléspectateurs. Alors, bonsoir, Kémi Séba. Merci d'accepter cette interview exclusive. Alors, première question. Si vous devez vous présenter vous-même à nos téléspectateurs, parce qu'on ne servait que mieux que par soi-même, qu'est-ce que vous direz? Qui vous êtes? Je n'aime pas trop parler de moi, donc je vais être très synthétique. Je pense qu'en une phrase suffira à me décrire, à me définir. Je suis un homme noir qui a décidé de se lever face à l'adversité. Un homme noir qui a décidé de ne pas vivre à genoux, mais qui a décidé d'être, même s'il devait saigner pour cela, être debout. Voilà. Je pense que c'est la phrase qui me définit le mieux. Plutôt que de se coucher face aux obstacles, il vaut mieux transformer les obstacles en tremplin. C'est la démarche qui était la mienne et ce qui a fait de moi le prédicateur panafricain que je suis aujourd'hui. Ce cri de guerre, Kémi Séba, vous renvoie tout de suite là dans l'extrémisme, le radicalisme, dans la classification des hommes. On vous perçoit comme étant un extrémiste, alors que nous sommes dans un monde où les barrières sont en train de tomber, où l'humanité se retrouve dans une dimension non raciale. Vous revenez avec la question raciale sur le plateau et vous en faites un combat. Est-ce que ce n'est pas archaïque? Alors, je vais vous répondre de but en blanc, si je puis m'exprimer ainsi, puisque vous me parlez de monde non racial dans lequel on serait installé. Je vais aller étape par étape pour répondre à votre question. Déjà, vous me parlez du fait qu'on me qualifie d'extrémiste, etc., de radicaliste et tout ce qui s'ensuit. En effet, je suis extrêmement opposé à un système qui marche sur les pieds de mes semblables. Parce qu'on dit qu'on est dans un monde déracialisé, mais aux quatre coins du globe aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie avec les aborigènes, que ce soit aux Amériques ou dans les Caraïbes, partout où on a la peau sombre, ou en Asie et en Inde, pour les intouchables, ce qu'on appelle les intouchables aujourd'hui, partout où on a la peau sombre, on est considéré comme des citoyens de seconde zone. Donc je veux bien que ce soit un monde déracialisé pour les élites, mais pour les masses, le monde n'est pas déracialisé, bien au contraire, il est plus que jamais astreint à la résidence de la race. Et nier ça, ça serait justement mentir sans laisser de traces. Moi, je suis dans une démarche qui va même dans l'élévation et la compréhension du monde. Je ne veux pas nier les différences, je veux les magnifier. Mais je veux les magnifier pour que nous nous comprenions, pour que nous acceptions encore plus. Mais nier les races, pour transformer ce monde comme le veulent les tenants du nouvel ordre mondial, pour transformer ce monde en un régime, en une société du nouvel ordre mondial, en une société monotone, dans laquelle on serait tous des clones, et à la fin, in fine, donc des clowns, qui serviraient justement les intérêts de personnes qui, eux, en haut, ne se mélangent pas, qui, eux, en haut, ne perdent pas ce qui les différencie en tant que tels. Je pense que ça serait faire le jeu justement de ces mondialistes que de ne pas se battre pour la préservation de son identité. On peut préserver son identité sans être contre les autres. On peut magnifier, soit construire pour nous autres, sans vouloir détruire pour les autres. On peut vouloir se défendre, soit sans vouloir détruire autrui. Moi, c'est ma démarche. Après que le système médiatique francophone, parce que c'est pas simplement français, francophone, me classifie, ou même anglophone, puisque aux États-Unis on a été classifié, j'étais classifié comme le quatrième plus grand prédicateur extrémiste des temps modernes, ce qui est le seul non anglophone. Je ne sais pas si je dois le prendre comme une médaille, mais vu que je combats un système que je considère comme impérialiste, raciste et colonialiste et anti-noir entre parenthèses, à partir du moment où ce système me diabolise, j'ai tendance à prendre ça comme une médaille. Maintenant, juste pour terminer là-dessus, je pense profondément qu'il est nécessaire que l'on comprenne que un bouquet de fleurs est beau aussi de par sa diversité.
Et que si Dieu a créé, qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit aux ancêtres pour certains, ou qu'on croit en Dieu l'unique, ou qu'on croit en Dieu l'unique et les ancêtres qui seraient par la suite, non pas ses intermédiaires, mais qui feraient partie de son royaume, qu'on les appelle les anges ou autres, ou les Netchérou ou autres. Moi je sais une seule chose, c'est que si Dieu a fait la différence, la diversité, c'est pour qu'elle soit une richesse et une leçon et un enseignement pour nous tous. Voilà. Alors, donc l'archaïsme est du côté de ceux qui ne le comprennent pas, je pense. c'est très bien, c'est bien posé votre problématique de ce combat par rapport à la race noire, mais l'homme noir a quand même des adversaires. Qui est l'adversaire de l'homme noir? Moi je le dis toujours, et ça choque quand je le dis, j'étais en prison. Et quand on est en prison, il y a deux choix. On peut se dire que l'adversaire c'est le maton, c'est-à-dire le gardien de la prison, celui qui nous donne à manger quand il le veut, celui qui nous parle mal quand il le veut. On peut se dire aussi que l'adversaire c'est soi-même. Parce que lorsqu'on est capable de se maîtriser, de faire un travail suffisant sur soi, un travail d'amélioration sur soi, non pas jusqu'à devenir un ange, il ne faut pas non plus exagérer parce qu'on est au royaume terrestre et non pas au royaume céleste. Mais à partir du moment où on est capable de faire un travail sur soi, je peux vous assurer que l'adversité n'existe pas. Je prends un exemple de quelqu'un que je respecte profondément, quelqu'un qui fait partie quelque part de mon environnement idéologique, de par la filiation politique que j'ai, un homme comme Mohamed Ali, un boxeur. Il avait compris que le premier des adversaires qu'il avait à combattre et sur lequel il devait méditer, c'était sur lui-même. À partir du moment où il brisait les limites qu'il avait au commencement, ou que le système avait au commencement fixé, il devenait invincible. C'est la même chose dans la lutte pour l'homme noir et la même chose dans la lutte pour l'émancipation des peuples opprimés aujourd'hui, de ce que certains appellent les damnés de l'impérialisme, même si ce terme n'est pas forcément le terme le plus adéquat pour nous définir, parce qu'on ne se définit pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à soi-même. Moi, je pars du principe que le premier ennemi de l'homme et de la femme noire, c'est une perception négative, néfaste, périmée, péjorative, que l'homme et la femme noire ont chacun d'eux-mêmes. Voilà. Et le jour où nous passerons, nous sortirons de cette case dans laquelle nous avons été enfermés, pour nous voir dans un véritable miroir, le miroir de la réalité. On se verra parce que nous sommes, en l'occurrence, les premiers hommes et les premières femmes de l'humanité. Ça ne fait pas de nous des êtres meilleurs, mais ça fait de nous des gens qui avons une responsabilité. Nous sommes les parents. Quand on parle de l'Afrique comme la terre-mère, il y a des raisons. Et je pense que tant que l'homme et la femme noire ne comprendront pas cette réalité, ne comprendront pas cette définition, on ne pourra pas aller vers cette logique d'auto-amélioration. Voilà. Alors, pour pouvoir vous armer l'Africain, armer le noir, armer le peuple, votre peuple, notre peuple, des armes de l'esprit, des armes de l'intelligence, vous venez de publier ces livres dont j'ai déjà parlé. Alors, mais c'est un livre savant, presque ésotérique. Vous me touchez. Alors, vous allez... d'abord, le titre lui-même, Mahat X Philosophie. Alors, vous allez d'abord nous résumer très rapidement quelles sont les grandes lignes de cet ouvrage. Les très grandes lignes de cet ouvrage, je vais commencer par la porte d'entrée qui est le titre. Quand on parle de Mahat X Philosophie, Mahat X, c'est un jeu de mots par rapport à Matrix, pour ceux qui ont vu le film. Nous sommes aujourd'hui tous dans une prison de l'esprit. Mahat X, dans l'une des plus anciennes langues du continent africain, qui est le Médounéter, qui est la langue du Nubien, des Éthiopiens, des Égyptiens anciens, d'accord. Le Médounéter qui signifie la parole divine. Mahat X signifie la vérité et la justice s'élèvent. Parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est encerclé par des barreaux du mensonge. Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de décloisonner une pensée originelle, la mettre au firmament pour qu'elle puisse illuminer de par ses rayons toute notre originelle population. Moi, c'est ma vision des choses précises là-dessus. Maintenant, pour les axes de pensée de ce livre, moi, je pars du principe que pour s'en sortir, pour s'échapper de quelconque endroit dans lequel on est installé, il est nécessaire qu'on ait toujours, j'ai envie de dire, des clés, des cailloux qui puissent être semés à différents endroits et qui puissent être revalorisés, qui puissent reprendre leur sens originel pour que nous puissions nous déplacer et par la suite même nous dépasser. Quand il y a des notions clés comme la notion d'autorité, qui sont des notions prépondérantes pour moi. Quand on parle d'autorité aujourd'hui, et ça va déplaire ce que je veux dire, mais je le dis quand même, et j'ai fait partie de ceux qui avaient un problème avec ça, le mot autorité, c'est un mot sur lequel qui pose problème et qui pose débat par rapport à l'homme noir. On n'aime pas l'autorité entre nous. On aime l'autorité de l'étranger, de celui qui vient nous dire fais ceci, fais cela. Le Belge qui va venir dire au Congo fais comme ci, fais comme ça. Celui qui va venir dire au Cameroun, au Bénin fais comme ci, fais comme ça. Mais par contre, entre nous, on se regarde, tu es qui négro? Qui es-tu pour me donner des ordres? Etc., etc. On monte en échelle, on se fait des guerres. Je simplifie, mais en réalité, la chose n'est pas si éloignée de cette simplification que je suis en train de donner. Et je pars du principe que tant qu'on ne se sera pas réapproprié le sens originel de ces notions-là, tant qu'on ne comprendra pas que l'autorité est un principe naturel, on n'avancera pas. Nous sommes les garants de ces mots-là.
Alors, je vais lire ce que vous écrivez sous l'autorité. J'espère que notre ami Rex est en train de prendre cette image. Certains aiment à scander ni Dieu ni maître. Comme un cri contestataire, ils oublient pourtant qu'ils sont soumis aux règles d'équilibre régissant l'univers. On joue les anarchistes, mais que ferons-nous si nous n'avions pas d'air? Comment vivron-on s'il n'existait pas d'énergie solaire? On est arrogant avec ce que le Créateur nous a offert. On s'étonne ensuite que la vie sur Terre se rapproche peu à peu de nuit de l'enfer. On perd notre temps et on joue au con, alors qu'ici-bas, nous ne sommes que des sursutères, se noyant dans le mal. On brûle notre jardin, oubliant qu'Assia était notre sanctuaire. Chaque seconde qui passe devrait, face au suprême, nous rappeler notre devoir insulaire. C'est poétique, c'est profond. Et je dois tirer chapeau à cette construction. Mais elle renferme une compréhension. Alors, essayons d'y aller un peu plus profondément. Alors, je sens que vous allez tout droit aux sources même de la race noire. Vous allez au Nubien, à l'Égypte ancien. Même bien avant. Pourquoi? Vous parlez du Nubien, de l'Égyptien ancien, je vais même bien avant, parce que l'erreur que beaucoup de nôtres font, aujourd'hui je pense, c'est de s'arrêter à l'Égypte comme la base même de la civilisation noire. Alors que, comme l'enseignait mon maître Kematef ou Kam, ou celui qu'on appelle Khalid Abdul Mohamed, celui qu'on appelait à une époque Harold X aussi, qui était pour moi le Malcolm X de cette fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Un grand homme, un grand enseignant, un grand théologien. Il nous expliquait ce qu'on lui avait appris auparavant, en l'occurrence que, à l'origine, quand on parle de Assia, c'était le premier nom qu'on donnait au royaume des Noirs. Assia veut dire grande sagesse en médounéter, dans la langue ancestrale de notre peuple. D'accord? Et tant que nous partirons du principe que on est des arbres, mais qu'on refuse d'avoir des racines fortifiées, eh bien, lorsqu'il y aura un coup de vent, à chaque fois, les arbres vont tomber. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de se réapproprier les racines de connaissances qui sont les nôtres, qui font aujourd'hui que les sociétés secrètes nous dominent parce qu'elles ont accès au savoir que nous avions au commencement, mais que nous avons délaissé, que nous avons laissé à des personnes qui s'en sont servies pour nous dominer. Et donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit les Illuminés de Bavière, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit tous ces ordres cachés et ésotériques, aujourd'hui, ils dominent le monde, ils ont des textes sacrés. Des textes, ils les ont pris où? Ils les ont pris à la source même du savoir, c'est-à-dire chez nous. Si nous, on veut se détourner de ce savoir-là, ne nous étonnons pas que d'autres le piochent et s'en servent pour nous mettre en captivité. Nous sommes les premiers responsables de cette réalité et c'est pour ça que je pars du principe qu'il est nécessaire que nous nous rapproprions, de la même façon que les Occidentaux aujourd'hui, sans l'Empire grec et l'Empire romain, ils ne sont rien. Sans le latin et le grec, ils ne sont rien. Et les Grecs et les Romains, si vous étudiez un petit peu leur histoire, vous savez qu'ils se sont inspirés de qui? Des Nubiens, les Égyptiens. Et quand vous regardez les Égyptiens et les Nubiens, quand vous regardez originellement leur savoir, il vient de où? Il vient de ce que maître Fard, Walazim Fard, qui enseignait ensuite à des hommes comme Elijah, quoi qu'on pense de ces personnes-là, ou des personnes comme Malcolm X, et plus précisément aujourd'hui mon maître qui est Khalid Abdul Mohamed, il l'a bien expliqué, il a bien fait comprendre les choses. La civilisation noire, quand on parle de Assia, il y avait une période au commencement de l'humanité où le monde était à l'image de l'univers, était noir. C'était l'image de ce qu'on appelle, là certains vont parler des légendes, vont parler des géants, là on rentre dans un ésotérisme qui ne peut pas être dit comme ça, je pense. Ça ne serait pas très pertinent de le dire. Alors, Kémy, une question, parce que quand on remarque le mouvement de conscience de Noir, l'on remarque tout de suite là qu'il y a une forme de nouvelle adhésion. Il y a d'abord la révolte, ensuite il y a une adhésion comme si, pour pouvoir se libérer de la condition de Noir, il faut adhérer à l'islam. Alors, quelle distinction vous faites entre le combat pour la libération de Noirs et l'adhésion à l'islam, qui est aussi une religion, quand même, du maillot de conquête? Alors, je vais vous répondre de la manière la plus claire et la plus posée possible. Je vous remercie de poser cette question, parce que souvent, il y a des amalgames qui sont faits. Quand vous me parlez d'islam, vous me parlez des religions des conquêtes, pourquoi? Parce que vous faites un amalgame entre l'islam tel que connu par les trois quarts des gens qui parlent de cette religion. En l'occurrence, elle sera apparue donc par l'apparition du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, au VIe siècle. Alors que quand moi je parle, comme l'enseignait mon maître, l'honorable docteur Khalid Abdul Mohamed, et comme l'enseigne mon leader, le frère Malik Zulu Shabazz, aux États-Unis aujourd'hui, quand on parle d'islam, on parle justement de cette religion naturelle de l'homme. On ne parle pas d'une religion qui a trait, j'ai envie de dire, à l'arabisation. L'arabo-mondialisme ne me concerne pas. Comme vous le voyez, je n'ai pas une chéchia, je n'ai pas une tenue arabe. Vous me voyez, je suis un homme noir
personne ne fera de moi un arabe ou un blanc. Je suis un homme noir fier de l'être et qui connaît mon origine. Quand on parle d'islam, ça veut dire quoi? Il faut étudier avant de décrire quelque chose. Islam, ça veut dire soumission naturelle. Qu'est-ce qui est la première ou quelles sont les premières créatures sur terre qui, de manière naturelle, ont été mises là pour être soumises à la volonté de Dieu? Qui sont les premiers hommes et les premières femmes sur cette terre à avoir peuplé ce monde? Naturellement, étant même dans un raisonnement qui est dans le rythme, quand on dit dans la peau, dans le rythme de Dieu. C'est l'homme et la femme noire. En ce sens-là, originellement parlant, nous autres hommes et femmes noirs, nous sommes soumis à lui. Et donc, dans un terme générique que nous comprenons aujourd'hui, nous sommes, en l'occurrence, comme tu l'es sans même que tu t'en rendes compte, mon frère, tu es musulman. Maintenant, il y a la soumission naturelle. Et il y a l'arabo-mondialisme que je dissocie. Mon nom n'est pas un nom arabe. Alors, si je peux terminer. D'accord. Je ne suis Kémy Séba, en médounétaire, ça signifie l'enseignant noir. Le titre même qu'on m'a donné des États-Unis récemment à Washington, Kemur Harim Chabaz, ça signifie toujours en nubien ancien, toujours, et non pas en arabe, ça signifie le grand noir, grand parmi les présents, qui au commencement de la royauté était sapien. Donc il n'y a aucun amalgame qui est fait, mais tu me disais, est-on obligé d'être dans l'islam pour être dans le combat, dans l'éveil? Je dis, et je te réponds clairement, nous sommes obligés d'être dans la connaissance de nous-mêmes. Que nous soyons kibanguistes, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, enlevons toutes ces étiquettes et regardons le contenu. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas celui qui va se dire je suis un chef traditionnaliste, donc je connais mieux le monde que toi, parce que un bon nombre de chefs traditionnalistes aujourd'hui donnent de leur protection aux chefs d'État européens, occidentaux, pour qu'ils puissent nous asservir. Je suis plus touché par un homme comme le pasteur de Bamal, Jeremiah Wright, qui était un chrétien. Je ne suis pas chrétien, d'accord? Je ne crois pas en un certain nombre de choses, mais je sais qu'un homme comme lui, habité par le message révolutionnaire de Jésus ou de Issa, quel que soit le nom qu'on lui donne, d'accord, a pu donner de la dignité à un certain nombre de Noirs. Et je sais que tant que nous ne comprendrons pas qu'il est nécessaire qu'on se retrouve, on se retourne vers nous-mêmes, quelles que soient nos divergences, qu'on comprenne que c'est le côté naturel des choses qui nous permettent de nous élever. Tant qu'on n'ira pas sur ce côté-là, on n'avancera pas. Moi, c'est la connaissance de moi-même qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, Kémy Séba, autrement dit Kemur Harim Chabaz, le nom que m'a donné mon président d'une Black Panther Party, Malik Zulu Chabaz, le frère afro-américain. Alors, le mot Kémy, effectivement, le nom que vous avez choisi a un sens et nous voudrions même connaître ce que signifie Kémy et le fait de se donner un nom et d'en comprendre le sens. J'ai l'impression que ça comporte une dimension de libération importante dans votre démarche. Quelle est cette dimension? Alors, là aussi, je répondrai à votre question en deux étapes. Kémy vient du médounétaire, là encore une fois, Kem, qui signifie noir. Donc Kémy, c'est un substantif, un dérivé de Kem, qui signifie noir en médounétaire. Et d'ailleurs, quand on parlait de Kémet, c'était la terre des Noirs. C'est l'ancien nom de l'Égypte antique pour prouver justement que cette terre était la nation des Noirs au commencement. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire quand on disait que c'était la nation où il y avait le limon fertile du Nil qui était noir, donc ça n'avait rien à voir avec les Noirs. Bref, ça c'est une première chose. J'ai pris ce nom, dans un premier temps, pourquoi? Moi, mon nom civil, que mes parents m'ont donné, c'est Stelio. En italien, Stelio veut dire étoile. Comme vous le voyez, je ne suis pas italien. Je pense que vous pouvez le voir à mon visage. Même si je pense avoir plus de classe que bon nombre d'Italiens. Mais là n'est pas le sujet, si je puis me permettre. Maintenant, j'étais dans une démarche de me rapproprier moi-même. C'est-à-dire que mes parents m'avaient donné ce nom Étoile parce qu'ils avaient vu, quand j'étais, avant ma naissance même, ils avaient vu un certain nombre de ce qu'on appelle des chamans, de praticiens traditionnalistes, d'accord, qui disaient qu'ils allaient avoir un enfant qui allait avoir une destinée lumineuse. Voilà. Et mes parents qui étaient amoureux eux-mêmes de l'Italie, ils se sont dit, ils ont vu une bonne corrélation entre étoile, Stelio, etc. Ils m'ont appelé ainsi. Voilà. Et j'ai pris le nom donc de Séba, qui signifie étoile ou enseignant. Et Kémy, qui signifie noir, l'étoile noire, c'est ce que je suis. Par la suite, juste pour terminer, je conclue dessus, j'ai reçu aujourd'hui, et c'est peut-être la plus belle médaille que j'ai jamais reçue de ma vie, le titre de Kemur Harim Chabaz, qui est le deuxième nom, ça c'est un nom ésotérique que j'ai reçu, qui me fait rentrer dans cette lignée des personnes comme Malik Chabaz, comme Malcolm X, comme Mohamed Ali, comme Nus Farrakhan, comme Malik Zulu Chabaz et un tas d'autres personnes comme Harold X qui se sont levés et qui ont compris qu'on avait une destinée commune, une origine commune.
quand on parle d'attribution? Alors, nous parlons aux Africains. Les Africains aujourd'hui, les jeunes Africains se battent. Ils vendent maisons, ils vendent biens familiaux pour venir en Europe. Ils traversent des déserts, ils traversent des mers, ils meurent même. Ceux qui arrivent ici, ils viennent ici parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado. L'Africain, les jeunes, pensent que l'Europe, c'est la solution. Vous vivez en Europe, vous êtes même né pour beaucoup d'entre vous ici en Europe. J'aimerais bien en partir si on me rendait mes papiers. Voilà, et puis voilà, vous levez en Europe pour dire non, 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 nous ne sommes pas bien ici. Il y a donc une forme de contradiction. L'Africain que vous voulez libérer pour qu'il se identifie à lui-même sera votre premier adversaire parce que lui, il rêve de l'Europe. Alors, vous voyez, pendant que les autres combattent la pauvreté comme étant le premier ennemi, vous combattez un combat d'identité. Les deux sont liés. Comment vous liez les deux? Quel message maintenant apporter à ces Africains? Vous dites quoi? À tous les Africains, rentrez en Afrique? Non, je dis rester à ceux qui y sont, déjà, pour commencer avant de rentrer. Hein. Et je dis qu'il faut être dans l'analyse, et non pas dans l'émotion. Ouais. Même si parfois la pauvreté fait que l'émotion prend le dessus sur l'analyse. Moi, je fais partie de ceux qui peuvent parler, puisque j'ai vécu dans ce que certains estiment être un paradis. J'ai vécu quelque temps, pas non plus des années, mais j'ai été mis dehors et j'ai vécu quelque temps dehors. Dans ce que certains, aujourd'hui, vivent et estiment être un paradis. J'ai arpenté les rues depuis 11 ans, de par mon activisme politique. D'accord? Les rues les plus sales de ce que certains estiment être un paradis. J'ai affronté les policiers les plus féroces des rues de ce que certains estiment être un paradis. J'ai vu la discrimination, la brutalité policière, la brutalité étatique, le racisme au quotidien, la négrophobie, le racisme anti-noir le plus acerbe, le plus profond. Et une violence économique des plus brutales dans les rues de ce que certains estiment être un paradis. Et je dis, le paradis de l'homme blanc, c'est l'enfer de l'homme noir. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'ici, il ne faut pas qu'on crache sur la soupe. Bien évidemment que Paris est une belle ville, à un bon nombre d'endroits. Bien évidemment que la vie ici, on manque de moins de choses, entre guillemets, ici. Qu'on ne manquerait dans certaines villes et qu'on manque dans certaines villes d'Afrique, il faut être aussi pragmatique et réaliste. Mais, vous savez, hein, il y a des millionnaires qui font des dépressions nerveuses parce qu'ils n'ont pas la notion prépondérante qui leur permet d'être debout. En l'occurrence, la fierté, la dignité. Et il y a des personnes qui ont la dignité, mais qui n'ont pas les millions et qui vivent très longtemps. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Certains vivent très longtemps avec moins, alors que d'autres vivent moins longtemps avec beaucoup plus. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue certes. Mais la dignité, elle, c'est la fleur de notre éternité. Et tant que l'homme et la femme noire n'auront pas compris que le bonheur est chez nous, que les richesses naturelles sont chez nous, parce que la France n'est rien sans les richesses naturelles du Congo, mon frère, ou du moins la Belgique, ou même l'Occident de manière générale. Et les pays occidentaux ne sont rien sans les richesses naturelles du pays et des pays africains de manière générale. Tant qu'on ne comprendra pas qu'on est assis sur un banc en or massif, en train de faire la manche à des personnes qui eux-mêmes volent notre banc, eh bien on n'avancera nulle part. Et c'est le message que je veux faire passer, et que je fais passer, que je n'ai pas attendu aujourd'hui d'ailleurs pour faire passer. Il est temps qu'on comprenne que le trésor se trouve chez nous. Et moi, lorsqu'on va me permettre, parce qu'aujourd'hui je suis interdit de sortie de territoire, alors que je vais me rendre dans certains pays d'Afrique. C'est la première fois qu'on voit un fils d'immigré, un fils d'Africain. Normalement, on expulse les Africains lorsqu'ils sont en France. Moi, je demande d'être expulsé et on m'astreint en résidence. Mais dès que j'ai la possibilité de sortir d'ici, je le dis, et je le dis à des personnes que les Congolais ne connaissent pas, mais à des clochards politiques, des cafards comme des gens comme Éric Zemmour, n'est-ce pas, qui disent que les Noirs et les Arabes sont des délinquants. Je leur dis que les plus grands des délinquants sont les impérialistes français, les impérialistes occidentaux, qui pillent notre continent. Et nous, on veut retourner sur notre continent pour contribuer avec ceux qui sont sur place à reconstruire, à réorganiser nos pays pour une meilleure destinée et pour une meilleure unité, pour un dépassement des clivages ethniques et pour j'ai envie de dire, une transcendance sur le côté de la dignité de manière générale. Nous allons prendre le mot vérité dans les livres de Kémy Séba. La vérité, vous dites, c'est la... Vous avez un poème là. La vérité, c'est la preuve que Dieu est présent. La manifester, c'est mettre l'équité au firmament. L'obscurité est classée dès qu'une once de lueur descend brillamment. Sans cesse la scander. C'est s'assurer que le mensonge est un critère abjurant.
Je peux même le lire si tu veux. D'accord, lisez, ce serait mieux. Voilà. La vérité, c'est la preuve que Dieu est présent. La manifester, c'est mettre l'équité au firmament. L'obscurité est chassée dès qu'une once de lueur descend bruyamment. Sans cesse la scander, c'est s'assurer que le mensonge est un critère abjurant. Avec sincérité, nous avons été créés par la sagesse du Tout-Puissant. L'exemple vient d'en haut et nous devrions en être reconnaissants. Les plus grands champions sont ceux qui, dans leur art, sont les plus francs. Ils ne nient pas leurs lacunes. Au contraire de ces dernières, ils sont les étudiants. Puis, une fois les trous du savoir comblés, ils deviennent de l'honnêteté le carburant. C'est exactement ce que je disais par rapport à Mohamed Ali tout à l'heure. Merci beaucoup, Kémy Séba, d'avoir été à cette émission qui a été brève, mais elle a été puissante. Vous me connaissez, je n'exagère pas dans l'usage des superlatifs. Je voudrais, amis téléspectateurs, que vous reteniez ce nom, Kémy Séba. Je sais que dans l'histoire de notre race, l'histoire de notre continent, mais surtout dans l'histoire de notre peuple, cette étoile noire. Vous savez, l'étoile n'est pas noire. Hein? Généralement, l'étoile est blanche. Cette étoile noire qu'on ne voit que par ceux qui ont le regard avisé fera parler d'elle si nous tous conscients, nous nous faisons le devoir d'écouter notre propre conscience. Kémy Séba a un dernier mot pour les Congolais, les fils de Lumumba, un tout dernier mot parce que il voudrait bien un jour vous voir à Kinshasa et pourquoi pas tenir une grande conférence à Kinshasa, défendre vos idées parce que moi je pense qu'elles sont dignes d'être entendues. Au moins cela. Dernier mot. Frère, je te remercie véritablement pour déjà cette interview, pour cette émission. Et le dernier mot que j'adresserai à mes frères et sœurs, où qu'ils soient, au Katanga comme Kasaï ou ailleurs, partout dans le Congo, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, aux fils de Lumumba, comme même j'ai envie de dire à la descendance de personnes qui étaient censées être ses ennemis et qui l'étaient à l'époque, aux enfants de Tchombe et autres. On a tous des clivages. On a tous des fractures qui sont déroulées par le passé. Et l'étranger, l'extérieur, aime bien vouloir revivifier ces différences pour pouvoir encore plus nous diviser et nous briser. Moi, je dis juste que le Congo, c'est probablement le plus grand pays. L'un des plus grands pays. Il y en a d'autres sur le continent africain. Mais ça peut être l'un des plus grands souffles du continent. Et j'aimerais profondément, par la grâce de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez, que vous soyez kibangiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez traditionnaliste africain, c'est le même contenu que vous mettez dedans à partir du moment où vous avez l'amour. Lorsqu'on comprendra que le plus important, ce ne sont pas nos différences, mais le sol qu'on a sous les pieds, on sera un peuple invincible. Et comme le disait Patrice Emery Lumumba, comme le disait Laurent Désiré Kabila, peuple, soyez debout. L'avenir est à nous. Merci Kémy Séba, merci aussi à mes téléspectateurs. C'est donc la fin de cette émission qui vous a été présentée ici à partir de la région parisienne où j'ai reçu Kémy Séba, que j'ai le plaisir de revoir, j'espère, à Kinshasa un de ces jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.